Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la Cinémathèque Suisse. On est ravis de vous accueillir si nombreux pour cette avant-première de Thiel le Rouge, un agent si discret, le dernier documentaire de Daniel Yegui. C'est un film qui évoque notamment la question du communisme en Suisse et les affaires d'espionnage, notamment crypto. Donc ça ne pouvait pas mieux tomber en termes de promotion du film. La Suisse, donc, qui est toujours une terre d'accueil pour de nombreux réfugiés, notamment politiques. On pense notamment à des figures comme Lénine, dont on pense qu'il aurait fomenté la révolution d'octobre depuis la cité de Calvin, parmi d'autres. Et c'est également donc un mouvement politique qui a séduit un certain nombre de Suisses, des personnalités très importantes, des intellectuels, des artistes, mais aussi un certain nombre de milieux, notamment des milieux ouvriers, mais aussi un certain nombre de personnes dans des milieux bourgeois, comme vous allez le découvrir dans ce film. Donc le film tourne autour de la personnalité de Reinhold Thiel, qui est né en 1910, et qui était notamment un homme d'affaires dont la trajectoire a été absolument incroyable, on peut dire vraiment hors du commun, comme vous allez le découvrir. Un personnage assez mystérieux, dont je salue d'ailleurs ici ce soir la présence de la fille dans la salle, merci d'être là. Et donc une trajectoire d'un homme qui va vous emmener de Neuchâtel, sa ville natale, à Pékin, en passant par Paris, Bucarest et bien sûr Moscou. Il connaîtra une fin tragique, comme vous le verrez, en 1963. La même année, Freddy Buach présente ici même à Lausanne, à la Cinémathèque Suisse, des films de réalisateurs russes. Encore un autre scandale. Freddy Buach était déjà surveillé par la Confédération il note c'est une affaire qui va durer encore de nombreuses décennies jusqu'à la fin des années 80 où il y aura la fameuse affaire des fiches. Cette affaire qui révélera notamment que près d'1 million de Suisses étaient surveillés par les autorités fédérales, des personnages de tous bords, même mon père qui avait eu l'idée absolument folle et audacieuse d'aller faire des cures pour soigner son foie au bord de la mer Noire, c'est vous dire. C'est aussi une enquête qui a révélé que François Yegui, le père de la réalisatrice du film, était lui aussi surveillé pendant toutes ces années. Donc pour parler du film, j'ai l'immense plaisir de recevoir Daniel Yegui, la réalisatrice. Daniel, si vous voulez bien me rejoindre sur scène, sous vos applaudissements. Merci. Bonsoir Daniel, bienvenue. Merci. Donc je précise juste peut-être que vous êtes né à Lausanne, que vous vivez depuis de nombreuses années à Paris, que vous avez réalisé 14 films, des courts, des longs métrages, ainsi que des documentaires, notamment À l'ombre de la montagne en 2010, qui était un documentaire déjà qui revenait sur la personnalité de votre père, notamment cette cure au sanatorium de Davos pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc est-ce à dire que ce film, c'est un peu une sorte de retour aux sources et aux origines et une façon de vous reconnecter à votre père? Oui, tout à fait. C'est une façon de me reconnecter à mon père, mais aussi à la Suisse et à tout ce qui a pu se passer en Suisse comme histoire. Cette Suisse qui paraît si neutre, si tranquille, qui est comme une image de carte postale et où, en fait, en coulisses, il se passe des tas de choses. Et donc vous avez beaucoup travaillé sur des archives, vous avez fait un travail immense d'enquête, notamment avec Alain Campiotti qu'on trouvera tout à l'heure. Est-ce que c'était notamment des images qui proviennent de la Cinémathèque Suisse, je crois que c'est le Printemps de Prague, est-ce que c'était une enquête compliquée? C'était une enquête très compliquée et lente. La fabrication du film a duré environ 5 ans. Donc, il fallait trouver. Heureusement que j'ai pu travailler avec Alain Campiotti pour toutes les archives écrites et aussi pour favoriser les rencontres avec les personnes qui avaient vécu cette histoire de près et qui avaient connu Thiel. Donc, j'ai été très aidée de ce côté-là et j'ai aussi fait des recherches d'archives filmiques, notamment les actualités suisses ou alors les archives communistes comme Ciné Archives et d'autres photographies, vous verrez.
D'accord, merci beaucoup. Une dernière question à laquelle peut-être vous me répondrez tout à l'heure, puisqu'on va laisser place au film. Quand j'ai vu Thiel le Rouge, je me suis demandé d'où venait le titre pour ce documentaire. Moi, ça m'a tout de suite fait penser à Rackham le Rouge, le fameux personnage de Tintin. Alors, je me demandais si pour vous, Renaud Thiel n'était pas quelque part un peu une sorte de pirate des temps modernes. Oui, tout à fait, c'est un pirate des temps modernes, mais l'idée du titre vient d'Alain Campiotti et de sa magnifique série Dans le temps, Thiel le Rouge. Merci beaucoup. Donc, à l'issue du film, nous aurons un débat avec vous, bien sûr, avec Alain Campiotti qui est ici présent, Ruth Dreyfus, ancienne conseillère fédérale qui nous fait l'honneur d'être présente aussi parmi nous. Et ce débat sera animé par Stéphane Gobeau, journaliste du Temps. Et le débat sera suivi par un apéritif qui sera servi au salon, qui est donc ce qu'on appelait le salon bleu anciennement, qu'on appelle le salon aujourd'hui. Donc, vous traverserez le couloir à l'autre bout et vous aurez un verre qui vous sera servi. Merci beaucoup, très bon film et à tout à l'heure. Oui, je remercie. Remerciements. Est-ce que vous souhaitez peut-être dire un petit mot de remerciement? Oui, je souhaitais remercier, il faudrait que je remercie énormément de monde, mais là je vais en remercier quelques-uns. Enfin, tous les gens qui ont aidé à faire ce film, ils sont nombreux. Toutes les personnes, l'équipe de Louise va au cinéma qui a aidé à sortir le film. Et j'aimerais remercier notamment Freddy Buache, parce que il est une des personnes qui m'a formée en cinéma, grâce au ciné-club, le ciné-club universitaire à Genève, par exemple. Et j'aimerais aussi remercier mes amis, grâce auxquels ce film est arrivé à bout. Je vais nommer les co-auteurs Sophie Reiter, Alain Campiotti, et notamment aussi Claude Muret et Robert Bonner, qui m'ont beaucoup aidé pour que le film aille jusqu'au bout. Voilà. Merci, à tout à l'heure. Bonsoir, donc j'ai le plaisir d'accueillir sur scène la réalisatrice Danielle Yegui, Alain Campiotti, journaliste, l'auteur de l'enquête en 30 épisodes Thiel le Rouge qu'avait publié Le Temps en 2008, et Madame Ruth Dreyfus. Bienvenue. On va discuter une quinzaine de minutes avec les invités, puis ensuite, rapidement, on va ouvrir la discussion dans la salle, parce que j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de questions. Donc, préparez-les d'ores et déjà. Il y a 2 micros qui circuleront dans la salle. Je vais peut-être me tourner tout d'abord vers Ruth Dreyfus, puisque vous nous faites le plaisir et l'honneur d'être ici parmi nous, parce que si ce documentaire de Danielle Yegui est à la première personne, parce qu'en plus, voilà, de Thiel le Rouge, elle évoque la figure de son père, François Yegui. Et si vous êtes là, c'est parce que vous avez bien connu François Yegui. Vous étiez ami avec lui, et j'aimerais un peu, voilà, vous demander les souvenirs que vous avez de ce personnage qui, comme on le découvre dans le film, était quand même quelqu'un de très secret autour de ses activités et de son engagement politique. Oui, effectivement, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez aimé ce film et qui vous a intéressé. C'est vrai que je suis là un peu en souvenir de François, d'Agnès et de Danielle adolescente, puisque c'est ainsi que je les ai connus. J'ai travaillé 4 ans avec François Yegui comme patron au centre de réadaptation psychosociale du centre universitaire de psychiatrie, je crois que ça s'appelait à Genève, quand il avait retrouvé en fait pleinement son activité de médecin, qu'il avait rompu avec le Parti communiste, qu'il n'avait, je crois, pas d'activité politique, sinon une grande envie de parler, de discuter de théorie politique, et non pas de sa propre vie et de ses propres engagements. Donc, moi, je viens pas pour parler, disons, de ce personnage qui n'est pas le personnage central, même si c'est à travers lui qu'on apprend et qu'on entre dans l'intimité aussi de Thiel. Mais j'aimerais juste commenter peut-être d'abord que je lui dois beaucoup, qu'il m'a stimulé intellectuellement, professionnellement, et qu'il était un psychiatre de la psychiatrie sociale,
très intéressé aux innovations qui ont eu lieu dans ces années 70, qui ont été des années révolutionnaires en termes de psychiatrie en Suisse. On a ouvert des cliniques, j'entends bien ce que je veux dire. On a ouvert les portes des cliniques, on a créé des programmes de réadaptation professionnelle, etc. Et il en était un des acteurs. Mais si je suis ici, c'est peut-être quand même parce que cet homme était aussi une énigme, pas seulement pour sa fille, mais pour ceux et celles qui le fréquentaient. Et j'ai eu la chance d'être, je crois, très proche de lui. Et après coup, de se demander, au fond, cette vie, pourquoi est-ce qu'elle a ces étapes qu'on a vues dans le film. Mais je crois, et ça explique beaucoup de choses, ça explique le silence dans lequel Daniel a grandi, et je crois qu'il a fait souffrir aussi, ce silence sur la maladie de son père, sur les engagements de son père, sur la famille assassinée par les nazis de sa mère, etc. Tous ces secrets dans la famille font que c'est difficile à décrypter, mais je crois que cette famille refermée sur elle-même, avec tous ses secrets, c'est vraiment le résultat de deux personnes qui sont entrées dans l'histoire, par la petite porte dans l'histoire d'une violence sans nom. La guerre d'Espagne pour François, la Shoah à Budapest et en Hongrie pour Agnès. Et donc, ils auront vécu, je crois, malgré tout, toute leur vie, tu me corrigeras, Daniel, mais moi j'ai le sentiment maintenant qu'ils ont vécu, au fond, toute leur vie dans un monde qui était divisé entre le bien et le mal, entre le fascisme et l'antifascisme. Et je crois que c'est ce qui explique la raison pour laquelle, après l'expérience, encore une fois, de la guerre d'Espagne, François est resté vraiment au service d'une idéologie dont j'ai un peu de peine à croire qu'il n'en voyait pas les défauts, qu'il n'avait pas vu en Espagne aussi la répression que le Parti communiste a exercée sur ses alliés de gauche, qu'il n'a pas vu ce qui se passait en Union soviétique. Mais comme le monde, au fond, était divisé en deux, il fallait choisir un camp. Et quand on était antifasciste, alors tout était bon pour vivre son antifascisme. Je crois que c'est comme ça que je ressens maintenant François, et que je comprends aussi cet enfermement à trois qui était face à un monde hostile. Donc c'est cette vision qui m'attriste d'ailleurs beaucoup et qui me semble d'ailleurs explicable historiquement, parce qu'encore une fois, par l'expérience de François et d'Agnès et de l'Europe et de cette violence sans nom, mais qui était finalement quand même une impasse. Je vais peut-être me tourner vers vous, Daniel Jägi. Effectivement, là, Ruth Dreifuss évoque votre père comme une énigme. Vous êtes bien placé pour le savoir. Ce que vous dites, il y a toujours eu quand même le culte du secret dans votre famille. Est-ce que finalement, ce n'est que lorsque Alain Campiotti a fait ce long travail d'enquête que vous avez eu l'impression de résoudre un petit peu cette énigme et d'appréhender qui étaient véritablement vos parents ? Le travail d'Alain Campiotti m'a beaucoup aidé à comprendre certaines choses, mais l'énigme restera. L'énigme de l'adhésion à une idéologie communiste, en sachant, parce que Ruth Dreifuss a raison, assez vite, en tout cas dans les années 50, mon père a compris qu'il se tramait des choses horribles en Union soviétique, mais il a fait le choix encore quelques années, jusqu'en 56, avec la révolte à Budapest et l'arrivée des chars soviétiques à Budapest, de rester dans ce camp-là, parce qu'il croyait, enfin j'ai retrouvé dans ses écrits, qu'il croyait lutter pour la classe ouvrière, pour le prolétariat, en étant communiste, en étant du côté du Parti communiste. Alors qu'après, il s'est rendu compte qu'il ne fallait pas assimiler un parti au prolétariat, c'est que c'était son erreur. Mais ça rejoint tout à fait ce qu'a dit Ruth Dreifuss sur le monde divisé en deux, entre le bien et le mal, et entre les fascistes et les antifascistes.
Surtout qu'après, on est très vite dans une période, au sortir de la guerre, une période de guerre froide, où là, on a très vite ce côté manichéen, voilà, bien mal. On voit bien avec le discours de Max Petitpierre, qui positionne assez rapidement la Suisse dans le camp du monde occidental, de l'Europe occidentale, donc de facto du bien. En fait, c'est pas vraiment une question, mais... Quelle est la question? Non, là, il n'y en a pas. Mais on va peut-être revenir du coup à l'origine, en fait, puisque c'est votre travail d'enquête, justement Alain, qui est à l'origine finalement du film. Je crois que c'est en lisant justement en livre de Jean Géraud que vous découvrez ce personnage énigmatique de double maître, qui est donc Thiel, double maître référence à sa grande taille. Et c'est là que vous sentez qu'il y a quelque chose à faire, il y a un fil à tirer. Comment se passe à partir de là le travail d'enquête? J'imagine que c'est plus un travail d'historien, autant un travail d'historien que de journaliste en fait. Et je pense que c'était une très longue enquête pour arriver à voilà, dérouler le fil et à raconter cette histoire. Oui, je ne suis pas historien, je suis effectivement journaliste. Mais effectivement, c'est une surprise pour moi de découvrir ce personnage dont Jean Jérôme, Michael Feintour, puisque c'est son vrai nom, parlait avec beaucoup d'amitié, beaucoup d'admiration pour son courage. Et puis, en cherchant à voir ce qu'on disait en Suisse de ce personnage suisse, j'ai découvert que personne n'en parlait. Et peu à peu, il y a des raisons pour ça. Peu à peu, j'ai avec pas seulement de difficultés, puisque les archives étaient fermées dans un premier temps. Je savais qu'il y avait des choses à trouver, mais que les archives refusaient de les montrer. J'ai dépassé cet étonnement de voir que même les historiens du mouvement communiste en Suisse ignoraient complètement le personnage. Les raisons pour lesquelles il a passé un peu sous les radars, si vous voulez, c'est que il a fait ce que le mouvement communiste appelait un travail technique toute sa vie, c'est-à-dire qu'il n'était pas un militant, pas un élu, pas un débatteur dans les débats publics, mais il faisait un travail spécifique. Et ces gens-là étaient plutôt hors parti qu'adhérents du parti. Par ailleurs, comme une partie de sa vie s'est passée en France, il a été effectivement membre du Parti communiste français. C'est le Parti communiste français qui lui a donné son feu vert pour partir en Espagne. C'est le seul lien formel qu'on voit avec l'organisation du parti dans sa vie. Et puis, après, il y a la période de la résistance. Là, c'est en plongeant dans la violence et dans un peu l'obscurité. Et puis, après la guerre, oui, j'en reviens toujours à ma théorie sur l'absence d'apparition publique du personnage, c'est qu'après la guerre, il fait ce travail de commande, qui prend une ampleur considérable, non seulement de la création de la société Certi, mais à la fin de beaucoup de sociétés entremêlées, et à la fin de sa vie, les enquêteurs du ministère public qui se perdaient dans ces affaires. Et j'ai retrouvé un tableau qu'ils ont établi avec tous les noms des firmes et les noms des gens avec lesquels ils étaient en contact. Ça fait un immense tableau surprenant. Mais pour faire ce travail, il était de règle dans le parti qu'on ne soit pas membre du parti. Donc il y a des raisons pour lesquelles il a passé en Suisse sous les radars. Et puis les autres raisons, c'est que il a constamment fait un travail semi-clandestin. Donc il a fait gaffe de ne pas apparaître trop publiquement, bien que quelquefois il est apparu publiquement, en particulier dans cette entreprise assez extraordinaire. C'est la création d'une société à Zurich qui s'appelle Retimag, qui a été créée sur l'ordre, disons, de l'appareil communiste pour tenter de sauver les biens immobiliers du Parti communiste allemand au moment où le parti allait être interdit en 1956. Et Renolti, il a créé une société qui a peu à peu acheté des bâtiments et des imprimeries en Allemagne pour essayer de les sauver du séquestre qui allait s'abattre sur les biens du parti au moment de son interdiction. Il l'a fait, mais ça n'a pas marché. Finalement, les recours devant la Cour constitutionnelle, devant les tribunaux allemands, puis devant la Commission européenne des droits de l'homme, puisqu'il était allé jusque-là, n'ont abouti à rien, et puis tous ces biens ont été séquestrés. Mais là, il est apparu quelquefois, il a même intervenu à la radio pour expliquer que
expliqué qu'une société suisse qui achète des biens étrangers immobiliers est tout à fait légitime à le faire et que s'en prendre à ses achats, c'est contre la constitution de tous les pays européens finalement. Voilà, mais voilà les raisons pour lesquelles il était inconnu en Suisse. Est-ce qu'on peut dire justement que la figure de Jean Jérôme, c'est un peu derrière comme ça une sorte de maître des marionnettes, la personne qui tire un peu les ficelles et qui met en place un réseau au niveau vraiment européen? Oui, Michael Feintour, Jean Jérôme, c'est un personnage assez énigmatique et complexe. C'est donc un Polonais de Galicie qui a un terreau de militants révolutionnaires dans les années 20-30. Et lui, il a immigré en France, mais en mission politique. Et là, il a été très actif dans les syndicats, dans le parti, et dans l'édition aussi du parti. Et quand la guerre d'Espagne a éclaté, il a joué un rôle capital dans l'armement des brigades internationales. Le Parti communiste français, sur les ordres du Comintern, a créé une compagnie de navigation qui s'appelle France Navigation, puissante compagnie qui avait une bonne dizaine ou une douzaine de navires qui amenaient les armes soviétiques aux républicains espagnols. Et là, Jean-Jérôme Feintour a joué un rôle capital. Ensuite, il a joué un rôle important dans le rapatriement des brigades nationales qui sont repliées en France, et dans la réorganisation du mouvement. Ensuite, dans la résistance, il a aussi joué un rôle considérable dans la procuration de matériel d'imprimerie et pour les finances de la résistance communiste. Et Renolti était à ses côtés, il était très proche de lui, en particulier en étant capable, parce qu'il s'était fait engager. C'est une histoire très longue à raconter, mais il a travaillé dans une maison d'édition d'art française qui avait été prise par les Allemands, et comme on cherchait quelqu'un qui parlait l'allemand et le français, là il a rempli une fonction dans cette entreprise sans être collaborateur, mais il a fait avec l'aval du parti, et là il a fourni des renseignements au parti. Et Jean Jérôme dit même qu'il a eu des informations sur l'imminence de l'attaque de la Wehrmacht contre l'URSS et qu'il en a informé le parti. Et Jean Jérôme, après la guerre, c'était l'homme central de ces opérations commerciales pour tenter d'établir des liens commerciaux entre l'Est et l'Ouest malgré l'embargo, et pour effectivement fournir des biens que les pays de l'Est avaient de la peine à se procurer, et en même temps pour financer les partis. Ce commerce servait aussi à financer les partis communistes. Et on voit dans tout le passage où vous évoquez les fiches, Daniel Liegui, on va vous découvrir les fiches de manière très factuelle, où on apprend au Rénaltiel où votre père va manger, à quelle heure il sort, où rendez-vous vous-même en tant qu'enfant chez le médecin. Est-ce que finalement, quand même, la consultation de ces dossiers de filature vous ont appris quelque chose sur Rénaltiel et sur votre père, ou ça reste justement toujours extrêmement factuel, et finalement on ne savait rien, et l'auteur de la filature rocambolesque qu'on voit dans le film ne savait finalement rien? Ça m'a déjà appris que mon père a été suivi jusqu'à la fin de sa vie, et ce qui est quand même inouï, parce que, comme vous l'avez vu, à la fin, après 56, il quitte le Parti communiste et il quitte tout ce commerce, mais la police ne le lâche pas. Et donc ça, j'ai découvert ça, qu'il a été suivi jusqu'à la fin. Puis j'ai découvert aussi que des détails de, je sais pas, la couleur de la voiture de ma mère, enfin ça c'est dans le film, je vais pas vous le raconter, mais des espèces de détails concrets qui paraissent un peu poussiéreux, quoi. Qu'est-ce que ça pouvait faire que Thiel achetait une canne à pêche, qu'ils allaient manger dans le restaurant italien Bedoni, enfin bon, peut-être c'est la tactique de la police pour voir s'ils vont pas rencontrer des gens et tout, mais ça paraît vraiment très poussiéreux, mais en même temps c'était très oppressant à l'époque d'être suivi, et très oppressant pour moi, je pense, de sentir cette atmosphère de méfiance vis-à-vis de la police et de méfiance vis-à-vis des filatures.
Vous, Dreyfus, en tant que ancienne conseillère fédérale, quel regard vous portez sur cette affaire des fiches? Parce qu'on voit quelque chose d'assez édifiant, l'investissement de la police fédérale pour finalement filer des gens, établir des rapports très factuels et finalement inintéressants. Oui, justement, vous parlez de factuel, mais en fait, c'est un travail qui a été très mal fait, mais enfin, tant mieux, à la limite. Hein. Je préfère que ce genre de filature ne mène pas forcément à la réalité. Moi, par exemple, j'ai une fiche, bien sûr, enfin plusieurs, et les trucs les plus sérieux que j'ai faits n'y sont pas, mais les détails y sont, y compris le fait que ma voiture, ma 2 chevaux à l'époque, était vue très souvent à des manifestations trotskistes parce que je la prêtais à un de mes copains. Donc, les mésaventures de ma 2 chevaux sont notées scrupuleusement sur les fiches. Oui, c'est typique, je veux dire, c'est comme l'affaire crypto, c'est comme autre chose. C'est ce poison, je dirais, un peu de la guerre froide, hein, qui a suscité beaucoup de réactions et beaucoup d'actions politiques qui aujourd'hui nous paraissent ridicules ou négatives et critiquables. L'histoire des fiches est bien sortie, j'entends. Elle a vraiment été un vrai scandale. Elle a été bien retravaillée par la suite, je crois. Il y a eu donc encore enquête d'abord, et puis ensuite un travail scientifique qui a été fait là-dessus. On pourrait le mettre ad acta si on n'était pas persuadé que le fichage continue. Je suis persuadé qu'on continue à suivre des gens. Pardon ? Qu'est-ce que vous savez ? Non, rien malheureusement. C'est un soupçon, comment est-ce qu'on appelle ça dans les tribunaux ? Un soupçon qui a de bonnes raisons d'exister, quoi. Justement, autour de l'affaire crypto, Alain, vous avez d'ailleurs publié un récit là autour dans l'édition du Temps de samedi dernier. Thiel se fait arrêter avec 2 machines qu'il doit livrer à la Chine. À ce moment-là, on se demande, est-ce que ces machines qui allaient être livrées à la Chine, on pouvait justement rentrer par des portes dérobées et finalement décrypter les messages. Il se fait arrêter. Si la Confédération avait envie d'espionner les Chinois ou d'autres, il se serait peut-être pas fait arrêter. Comment vous interprétez finalement cette histoire de ces 2 machines ? Oui, je n'en sais pas beaucoup plus que ce que nous avons écrit et montré. L'incident de 58 coïncide précisément au moment où la collaboration entre la NSA américaine et l'entreprise de Zug a commencé. Donc c'est difficile de dire si ces machines avaient une backdoor, comme on dit, une porte d'entrée pour pouvoir lire les messages, mais le fait est que la police, le ministère public, la Confédération et la police fédérale l'ont arrêté, ont empêché la livraison. Les machines ont été saisies. Donc, en tout cas, il n'y a pas de complicité de la Suisse, en l'occurrence, à la livraison de machines trafiquées par les Américains, en l'occurrence. Sauf si il y a une guerre des polices, sauf si la police fédérale ne savait pas ce que faisait le renseignement à un autre niveau, c'est toujours possible. Mais s'il y a une commission d'enquête parlementaire, je pense qu'elle aura à éclaircir toutes ces choses-là, y compris un incident comme celui-ci. Comme le temps passe vite, je vous propose qu'on ouvre directement la discussion dans la salle. Donc il y a des micros qui circulent. Est-ce que je pourrais peut-être juste ajouter, à cause de ma remarque, sur le fait que certainement il y a des surveillances et des dossiers qui sont établis sur des gens, qu'encore une fois, j'imagine qu'aujourd'hui, et je suis persuadé encore une fois que ça se fait d'une façon mieux contrôlée, avec des soupçons plus solides par rapport aux personnes que l'on surveille. Donc je ne crois pas du tout que ce soit une répétition de cette espèce d'extraordinaire dérive qu'a été le fichage jusqu'en septembre. Oui, en 73, non? Quand c'était début des années 80, je crois. Pardon, dans les années 80, oui. Levez la main, n'hésitez pas. Je peux faire une toute petite remarque.
Oui, pendant que les gens réfléchissent à la question, allez-y. Ouais, non, une petite chose qui n'a rien à voir avec Thiel ou Yegi, c'est les relations les relations tumultueuses entre l'URSS, entre le mouvement communiste et la Suisse. Vous vous souvenez qu'en 1923, vous le savez ou pas, un diplomate soviétique, ami de Lénine, avait été envoyé pour suivre la conférence sur la Turquie, sur l'avenir de la Turquie. Ce diplomate, Vorovski, a été assassiné dans l'hôtel Cécile, qui est devenu la clinique Cécile, juste à côté. Et le procès de l'assassin, qui avait tout à fait avoué son crime, qu'il avait revendiqué complètement, Conradi, il s'appelait, son procès a eu lieu ici. Le casino a été transformé en tribunal à cause de l'affluence de journalistes étrangers. Et c'est curieux de savoir que cet incident qui a beaucoup marqué les relations entre l'URSS et la Suisse s'est passé ici. Et est-ce que je peux faire une petite remarque? Il faut absolument que vous lisiez le livre d'Alain Campiotti, La Suisse bolchevique. J'ai rien dit. Hein. Mais moi je dis, qui parle de tout ça. Édition de l'Air, donc un livre suisse sur les Suisses bolcheviques. Qu'il faut lire, parce que ça raconte l'histoire de Thiel, mais ça raconte plus tout ce que vient de raconter Alain, toutes ses connaissances sont dans ce livre. Donc cette fois, des questions? Bon, je vais peut-être enchaîner. J'aurais peut-être une question pour vous, Daniel Yegi. Effectivement, ce film est donc personnel à la première personne. C'était déjà le cas de À l'ombre de la montagne, où vous parlez des sanatoriums à Davos, en partant de l'histoire de votre père qui est soigné pour une tuberculose. Finalement, dans un documentaire comme ça, à la fois personnel, la petite histoire, la grande histoire de Thiel d'une partie du XXe siècle, ce sont quoi les plus grandes difficultés peut-être pour la construction du récit? Vraiment, question un peu plus technique là que idéologique. Il y a tellement de choses à raconter qu'il faut choisir. Et donc, ce qui est difficile, c'est d'articuler tout cela pour que ça fasse quand même récit, un récit personnel et un récit historique, sans que ça soit trop lourd en voulant tout raconter. Je crois que c'est ça la difficulté. Et je suis très contente qu'on ait centré le film sur l'histoire d'amitié entre Thiel et mon père. Comme ça permet de voir que les engagements politiques ne sont pas uniquement théoriques, mais qu'il y a de la chair, il y a du sang, il y a des forces de désir, d'amour qui rentrent aussi en compte dans ces histoires politiques. Une question. Madame, je voulais vous demander pourquoi est-ce que vous auriez aussi pu, au fond, intituler votre film, je ne sais pas, Mon père, sa vie secrète. Pourquoi ce film qui est quand même dédié ou en hommage à votre père, vous l'avez centré sur Thiel? Pourquoi ne pas avoir pris votre père comme le héros du film, avec son amitié de Thiel, mais avec comme titre lui? Disons que Thiel a joué un plus grand rôle puisqu'il a été là au début de cette histoire de commerce avec les pays du bloc soviétique, et il est resté une fois que mon père est parti. Donc, forcément, racontant cette histoire, il fallait laisser sa place à ce personnage qui a eu une vie encore plus aventureuse que mon père. Il est allé en Roumanie. Vous avez vu comment il a été suivi en Roumanie. Il a fait la résistance alors que mon père était malade. Donc, c'était normal que le film soit centré sur Thiel. Le film a gagné un prix au Festival de Pessac sous un autre titre, L'homme que nous aimions le plus. Donc référence bien sûr à Staline, mais aussi référence à cet amour entre les deux personnages et entre aussi mon amour filial pour mon père et tout. Mais bon, je suis très contente du titre actuel, Thiel le rouge.
même si mon père dans le titre passe un peu à l'arrière-plan, mais bon, on n'est pas là pour revendiquer la place de son père pourvu qu'on raconte bien ce qui s'est passé. Merci beaucoup pour ce moment. Et j'ai deux questions. La première, c'est quand on fait tout ça, on vit de quoi? Parce que ces gens-là, ils ont dû vivre, manger et tout, en n'exerçant pas de métier, donc en étant dans quelque chose qui était, qui était de l'ordre d'un engagement politique, d'un engagement qui passe par l'économie sans doute, mais de quoi on vit? Et de manière plus globale, est-ce que ce film ou l'approche de personnages comme ça donne une piste de réflexion sur quelle est la place de l'ennui dans sa propre vie pour s'embarquer dans des choses comme ça? Voilà. C'est pour moi la question. Je pense. Moi, je m'ennuie très très rarement et je pense que c'est avec passion que je me lance dans des histoires comme cela. Je veux dire, c'est pas. C'est des questions autour de mon père, c'est ça, oui. Dans ce genre de personnage, on pourrait s'interroger sur la part de l'ennui où à un moment donné on dit « allez, j'y vais ». Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Je trouve ça extraordinaire de réfléchir à ça sous cet angle. Pas forcément sous un angle politisé tout de suite, mais aussi voir la part de l'ennui, ce serait intéressant. Et puis, de quoi on vivait quand on vivait comme ces deux personnages nous le montrent. Mais, moi, tel que je sens mon père et Thiel, c'était plus une question de passion que d'ennui. C'est-à-dire qu'ils étaient passionnés par la politique, passionnés par ce qu'ils faisaient, passionnés par les tours qu'ils allaient jouer en faisant circuler des marchandises. C'était vraiment une histoire de passion et pas... Je ne crois pas qu'ils s'ennuyaient. Je ne crois pas que c'était pour sortir d'un ennui. Peut-être d'une vie trop régulière, suisse, très sage, mais autrement, non, ce n'était pas l'ennui. Oui, pour l'ennui, je pense qu'en l'occurrence, l'ennui joue pas de rôle pour en tout cas, Reynolds, Thiel, je dirais. Ou plutôt, il a fini ses études de commerce, il a voyagé un peu, puis après il était à Neuchâtel. Là, je pense qu'il a pu s'ennuyer. Et puis, il est parti à Paris, il a connu une femme qui l'a entraîné dans cette voie militante, une femme que j'ai connue aussi qui est très passionnée. Et il était dans un milieu, le climat du Front populaire, milieu artistique, un peintre, un libraire connu, un sculpteur, un peintre, voilà. Dans un milieu intellectuel, il y avait plus de passion que d'ennui en l'occurrence. Quant aux moyens de vivre, pour Thiel, quand il était jeune à Paris, il était musicien, il a essayé de vivre un peu de sa musique quand même. Il a écrit passamment de musique qu'on a retrouvé partiellement. Et puis après la guerre, il était homme d'affaires, mais homme d'affaires pas pour faire fortune, homme d'affaires pour les besoins du parti, mais on lui procurait quand même un certain niveau de vie. Dominique, sa fille qui est ici, elle avait 8 ans quand il est mort, donc c'est pas grand-chose, mais elle sait bien qu'il ne vivait pas une vie misérable, il est assez confortable. Par contre, après sa mort, sa femme et sa fille ont découvert qu'il n'y avait pas de fortune, il n'y avait pas de quoi hériter. Donc c'est un train de vie confortable compte tenu des fonctions qu'on leur demande de remplir, mais pas pour faire du fric.
Oui, je voudrais juste remercier la réalisatrice Madame Yaghi d'avoir mis en relief, je dirais, l'humanité, la générosité qu'il peut y avoir derrière l'histoire. J'ai trouvé ça très bien fait. Puis j'ai une petite question un peu anecdotique à M. Campiotti qui doit peut-être savoir où allait la Gravelle qui s'est écrasée à Durnech. Elle allait à Genève et ensuite à Rome. Il y avait surtout dans l'avion une quarantaine de personnes d'un petit village proche de Durnech d'ailleurs, qui allaient au salon de l'auto, ou en tout cas une manifestation de ce type-là à Genève, et qui ont tous disparu. Puis il y a eu un grand mouvement de solidarité en Suisse pour aider les gens de ce village à s'occuper des fermes, à traire les vaches, etc. Parce que la moitié des gens étaient morts. On a le temps pour une dernière question, éventuellement. Et puis voilà. Oui, merci. Je voulais vous demander si vous pouviez nous donner quelques éléments sur l'entretien que vous avez mené avec le chef l'agent de police qui enquêtait justement sur votre père, puisqu'on sent que manifestement l'ambiance n'était pas du tout la même que lors des entretiens avec d'anciens militants, et c'est vrai que ce sont des gens qu'on entend assez peu, avec l'exception du film de Jean-Stéphane Bron, Connu de nos services, des gens qu'on entend un petit peu moins sur leur travail à l'époque. En fait, cet agent de police était à la retraite et très réticent pour parler. C'est grâce à Alain Campiotti que nous l'avons trouvé. Et dans les entretiens préalables que nous avons eus dans un café Place des Eaux Vives à Genève, son collègue syndicaliste retraité lui disait « Surtout ne dis rien, ne dis rien, ne dis rien ». Et en fait, il n'avait pas grand-chose à nous dire parce qu'il ne se souvenait pas très bien de ses filatures. Les filatures, on en avait la trace qu'on lui a donnée à lire, mais il ne se souvenait pas très bien. Donc, il nous a dit un peu des généralités sur le fait qu'il faisait son travail, qu'on lui avait demandé de faire un travail et qu'il le faisait, et qu'il était très content de le faire, et ça s'est un petit peu arrêté là. Enfin, il nous a parlé longtemps, mais il ne nous a pas fait de révélations fracassantes. Oui, bonsoir et merci pour l'histoire de notre pays, enfin, ce côté-là. Mais moi, j'aimerais juste savoir, vous, en tant qu'enfant et jeune fille, comment vous avez vécu ça? Parce que là, on peut comprendre, mais je veux dire émotionnellement comment? Et la place de votre mère, est-ce que vous en parliez avec elle? Comment se passait votre vie de famille, en fait? Vos soirées de Noël, vos soupers d'hiver, enfin, j'aimerais bien savoir un peu la petite histoire, comment vous avez vécu tout ça. Voilà, merci. Ouais, j'étais dans une famille aimante, mais très discrète, qui ne parlait pas du tout de ces histoires de commerce. Je comprenais pas ce que faisait mon père. Je savais qu'il faisait des affaires, je comprenais pas pourquoi. Et ma mère m'en a dit un tout petit peu plus, que c'est petit à petit, quand j'ai commencé à poser des questions plutôt à ma mère qu'à mon père, parce que à mon père, je pense que je n'osais pas poser de questions. Elle m'a dit que c'était pour faire de l'argent pour le Parti communiste, mais elle m'a absolument pas dit que c'était pour briser une liste noire établie par les Américains qui faisait pression sur la Suisse. Pas du tout. Donc, par rapport à mes camarades de classe, je me sentais assez marginale parce que mes parents étaient atypiques, je dois dire. Donc, il y avait ce sentiment d'être un peu différente, mais autrement, ma famille était aimante et on s'entendait bien. Il n'y avait pas quelque chose de chaleureux dans le milieu. Je veux dire, il y a ce livre de Paul Éluard qui t'a dédicacé. Oui. Il y avait tout un environnement dont tout le monde ne bénéficiait pas finalement.
Non, une sorte de communauté. Ça n'existait pas pour toi? Quand j'étais toute petite, j'entendais des discussions politiques dans la chambre à côté, parce que on était dans un tout petit appartement et je dormais dans une pièce et dans le salon d'à côté, ça discutait, au point que moi je détestais ces discussions qui duraient toute la nuit. Je ne sais pas si en plus ils fumaient pas, enfin bon. Donc j'aimais pas ça. Puis dès que mon père est vraiment rentré dans ce système de société un peu secrète, il a coupé le contact avec ses anciens camarades. Il n'allait plus dans des fêtes où on vendait des livres, où Éluard était là pour dédicacer ses livres, parce qu'il ne fallait pas qu'il apparaisse comme communiste. Au contraire, il fallait qu'il apparaisse comme un homme d'affaires bien installé, menant un certain train de vie, bien habillé, ayant une certaine richesse pour pouvoir avoir des contrats avec des industriels suisses. Il ne fallait pas qu'il apparaisse comme communiste. Donc, il s'est coupé de beaucoup de monde. Il y avait de temps en temps ce que dans le film j'appelle ces hommes un peu gris qui venaient à la maison, qui étaient un peu les acolytes dans d'autres pays de ces hommes d'affaires. Mais il n'avait plus ces liens de camaraderie qu'il y a pu y avoir dans certains milieux communistes plus vivants, quoi. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je vous remercie pour ce moment, Daniel Yegui, Ruth Dreyfus, Alain Campiotti. Et avant de vous inviter à prolonger la soirée autour d'Anvers, j'aimerais juste appeler sur scène le coproducteur du film, Heinz Zil, qui a un petit mot à vous dire. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à vous. Je ne suis pas le producteur du film, c'est Elisa Garbard qui est productrice avec Louise Productions Lausanne. Moi, je m'occupe de Louise Va au cinéma, qui est donc notre petite structure toute nouvelle de distribution. Et à ce titre, j'aimerais remercier la Cinémathèque de nous avoir accueillis ici. Ça a été vraiment un bel événement. J'aimerais remercier le Temps pour le partenariat duquel nous bénéficions. J'aimerais remercier Madame Ruth Dreyfus d'avoir nous avoir rejoints pour nous éclairer de son point de vue, je dirais en forme de kaléidoscope, parce que vous avez plusieurs vies. J'aimerais remercier Daniel et Alain. Et puis j'aimerais vous dire deux choses encore. La première, c'est qu'on a une petite boutique de l'autre côté du couloir où nous vendons le livre d'Alain Campiotti, La Suisse bolchevique. Et puis on a aussi un coffret DVD d'un film qu'on avait réalisé qui s'appelle Clara Skill, le mystère de l'interprète. C'est un coffret parce qu'il contient un CD avec des enregistrements inédits. Je parle à tous ceux qui aiment la musique. Et dans lequel il y a des enregistrements qui ont été réalisés par Charlie Chaplin chez lui à la maison. Et on a encore 2-3 autres DVD là-dedans. Et puis, le mot final, c'est que vous êtes conviés à un verre de l'amitié avec un buffet riche pour lequel je remercie le Cinéforum qui nous aide pour cette sortie du film. Voilà.